3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunan-Châtelet est avec nous ce soir, gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Stéphane Barbier de la Serre est à nos côtés en plateau ce soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver autour de ce micro dans cette émission. Vous êtes stratégiste chez Airlab. Vous venez de Suisse pour nous rejoindre ce soir en plateau. Salut. Merci à vous Stéphane. Et Julien Pierre-Nouan est avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion. Julien Pierre, commençons avec vous sur le chiffre que tout le monde attend chaque mois, le chiffre d'emploi aux États-Unis. Que nous apprend ce rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre et quelles peuvent être les conséquences en matière de politique monétaire pour la prochaine décision de la Fed le 2 ou 3 novembre 2 novembre. 2 novembre. Alors, en ce moment, il y a 2 chiffres que les marchés regardent. C'est le rapport sur l'emploi, effectivement, pour voir si on a des signes de réduction des tensions dans le marché du travail, et les chiffres d'inflation. Ça sera la semaine prochaine. 13 octobre. On a un rapport qui est encore très solide, d'un chiffre de création d'emplois qui est certes en dessous des niveaux exceptionnels qu'on a eu dans cette période post-Covid, mais qui reste un niveau très fort. Un taux de chômage qui retrouve son point bas à 3,5%. Au niveau du salaire horaire, c'est pas aussi fort que ce qu'on a pu connaître sur les dernières semaines, mais ça reste aussi assez solide. Et puis on a pu voir, lorsqu'on compare les données corrigées de la composition de ces données publiques sont un peu brutes, que voilà, la tendance à la progression des salaires reste toujours très solide. Donc clairement, aucun signe de ralentissement du marché du travail. On s'y attendait un petit peu vu la tendance sur les inscriptions au chômage des dernières semaines. Et donc effectivement, un signal pour la Fed de continuer à remonter les taux. Est-ce qu'on est déjà dans une situation de boucle prix-salaire ? Est-ce que c'est un risque seulement à ce stade ? Est-ce que c'est un risque très important ? La question qu'on se pose tous les mois, mais qu'est-ce que ce rapport et les autres indications qu'on peut avoir sur le marché du travail ? Il n'y a pas que ce chiffre-là qui permet d'évaluer la tension sur le marché du travail. Qu'est-ce que les dernières indications nous disent de ce point de vue-là, Julien Pierre ? Alors oui, c'est compliqué de voir s'il y a vraiment une boucle prix-salaire, parce qu'il faudrait se mettre dans la tête des gens qui négocient les salaires. Ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, on a eu une légère baisse des anticipations d'inflation des ménages sur les dernières semaines, mais ça, c'était beaucoup lié à la baisse du prix de l'essence, qui est un prix très important dans le paysage mental des gens. Maintenant, les gens restent conscients que l'inflation est assez importante. Le marché du travail reste tendu et on va le voir au fur et à mesure des prochains mois. Alors, en Europe, c'est un peu différent parce qu'on a des négociations annuelles au niveau des branches, des entreprises sur toutes ces questions et on voit que le sujet est très prégnant. On a régulièrement des articles sur les négociations dans un certain nombre d'entreprises. Et puis, on voit des petites choses qui sont intéressantes à voir. Par exemple, en Espagne, en 2020, vous aviez un peu moins d'un tiers des conventions annuelles qui prévoyaient des clauses d'indexation à l'inflation. On est passé à 50%. Donc voilà, on voit peut-être des choses qui peuvent... le passage à la boucle prix-salaire, il ne se fait pas du jour au lendemain. Ça met du temps, c'est de nouveaux réflexes qui se créent. Et quelque part, plus cette période d'inflation forte dure, plus le risque effectivement que ces boucles se mettent en place grandit. Le facteur de longévité, de temporalité, de non transitoire, voilà, c'est ça. L'exceptionnel dure longtemps, c'est un peu moins exceptionnel. Ça risque de devenir un new normal. Pour la Fed, qu'est-ce que ça implique le 2 novembre 3 novembre Non, 2 novembre. 2 novembre, pardon, autant pour moi. Probablement encore 75 BP. Encore 75. Voilà, ça, c'est à peu près certain. Même une surprise, on avait eu une bonne surprise sur l'inflation cet été sur les chiffres de juillet, on y avait cru, on a eu les chiffres d'août qui ont montré que c'était pas le cas, même si donc les chiffres de septembre venaient à être plus faibles, peu de chances que ça influe sur la Fed. Même un seul chiffre de détente suffirait pas à ce stade à faire reculer la Fed ou la ramener à une taille de hausse de taux inférieure. Non, on l'a vu dans les discours des différents membres, dans les discours de Jérôme Powell. La Fed aura besoin vraiment de signes tangibles que le marché du travail se détend, que l'inflation ralentit pour inverser la vapeur. Après 300 points de base de hausse de taux en 6 mois aux États-Unis, on a un marché du travail avec 3,5% de taux de chômage.
On se demandait dans le cycle précédent si la Fed et les banques centrales savaient gérer la désinflation, savaient ramener l'inflation là où elle devait être. Là, on se demande si la Fed sait, d'une certaine manière, casser le marché du travail, si c'est l'objectif pour ramener l'inflation, la faire retomber à 2%. Visiblement, pour l'instant, le travail est loin d'être accompli. Je crois que vous mettez le doigt, Grégoire, sur un point qui est très important et qui est peut-être sous-estimé par les investisseurs, notamment individuels. C'est que la Fed a pris conscience, avant la BCE, même s'il y a un rattrapage, je pense, qui va s'opérer, et ça c'est aussi sous-estimé, que on ne fera pas l'économie, si vous voulez, de mesures vraiment drastiques. Et j'ai le sentiment qu'on est dans une espèce de logique de plafond de verre, voyez-vous, sur la phraséologie, la rhétorique de la Fed. Vous voyez ce que c'est que le plafond de verre dans l'absolu, mais là c'est un plafond de verre qui descend. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la Fed, il ne regarde pas que l'inflation, la croissance, le chômage, il regarde aussi le prix des actifs. Et on voit très bien maintenant, vous voyez, pourquoi le rebond a été assez court début septembre, violent mais court, parce que la Fed ne veut pas que le prix des actifs monte, elle veut que le prix de l'immobilier baisse. Notez que le mois dernier, on a eu la première baisse mensuelle de l'immobilier aux États-Unis. Ça baisse quasiment jamais l'immobilier aux États-Unis, sauf quand ça baisse. Et là, ça baisse tous les mois. Donc, et on est probablement à un vrai tournant, mais c'est ce que la Fed cherche à faire. Et je vous assure que beaucoup de banques centrales, même en Suisse, on a eu des commentaires tout à fait inhabituels de M. Jordan, le président de la BNS tout à l'heure. Commentaires que je dirais fauconniers. Il y a quoi, 3% d'inflation en Suisse? Il trouve que c'est tout à fait excessif. Oui. Et effectivement, mais vraiment, et vous dites, c'est la BNS. Ils disent, pour eux, c'est entre 0 et 2. C'est le plus gros bilan du monde, la BNS. Absolument. Et d'ailleurs, ce qui leur posera peut-être un problème à un moment donné en termes de mark-to-market, ça joue dans les deux sens. Mais vous voyez cette idée que les banques centrales ont compris qu'on ne ferait pas l'économie de mesures drastiques. Et donc, ça veut dire une pression sur les actifs, tant qu'on ne voit pas, c'est triste à dire, le taux de chômage. Alors, il y a quelques signes quand même. L'enquête Jolts, c'est un élément, je trouve, vous voyez, les offres d'emploi non pourvues, il y a eu une baisse de 1 million en un mois. Ça reste à des niveaux stratosphériques, puisqu'on est à 10 millions, et que je vous rappelle que pendant le Covid, on était à 5. Et en 2009, on était à 2,2. Donc, on peut y aller sur le désajustement, le décalage du marché du travail. Mais vous voyez, on est encore loin du pivot. Le marché cherche désespérément un pivot, mais là, je crois qu'il faut quand même s'armer de patience. D'ailleurs, c'est intéressant parce que autant le narratif du pivot cet été a emmené le marché très très loin quand même dans le rebond, puisqu'on a eu plus de 20% de rebond pour le Nasdaq, autant là, on voit qu'on réfléchit à 2 fois avant de repartir à la chasse au pivot de la Fed. Mais je rebondis sur vos propos, comme j'avais initialement fait quand vous m'avez posé la question. Je crois que c'est parce que ce plafond de verre descend et que la tolérance des banques centrales, et vous verrez, la BCE, ça va être le cas aussi. Je pense que la BCE va relever plus que le marché n'attend aujourd'hui, ce qui pose de vraies questions sur la valorisation des actifs. Mais voyez, il faut qu'on trouve à un moment donné une sorte de point d'équilibre où le marché comprenne que il va falloir consolider davantage, faire preuve de patience et voir les agrégats enregistrer plusieurs mois, pas juste un pivot hypothétique. Alors plusieurs mois, ça nous emmène nous sur le prix des actifs. Vous voyez, vous êtes dans une situation où si vous êtes long d'actifs à risque, vous pouvez plus vraiment gagner face à la Fed. Vous avez la Fed contre vous, plus d'autres banques centrales, même la BNS. Pensez. J'entends bien. Alors il y a encore il reste le Japon, mais bon, oui, on verra. Mais alors, on verra. Combien de temps? Exactement. Mais vous voyez. Mais ça veut dire pour vous, Stéphane, le risque, parce que encore une fois, on n'est plus un an en arrière. C'est-à-dire qu'il y a déjà quand même 300 points de base de hausse de taux de la Fed. Il y a déjà quand même une prise en compte. Et évidemment, on a déjà un certain nombre une quantité de durcissement monétaire impressionnante. Mais pour vous, le risque, il reste un risque hawkish encore devant nous. Oui, car on ne peut pas exclure. Moi, quand j'écoute Neil Kashkari qui vous dit il va y avoir des crashs. Donc la Fed de Minneapolis. Le président de la Fed de Minneapolis qui il va dire il y aura des cracks. Là, des craquements. On agite des le craquements rouge. Oui. Ouais, mais bon, vous voyez. Ils sont prêts à assumer le coût. Et ils se disent que le marché ne l'a pas suffisamment compris. Alors là, je pense que le marché commence à comprendre. Quand on voit maintenant les rebonds, c'est de plus en plus timide. Et vous savez, on arrive à cette période compliquée, le 4e trimestre, qui traditionnellement est bonne en bourse. Parce que on se repositionne pour le début d'année, il y a des phénomènes d'investissement dans les caisses de pension, etc.
Là, vous avez quand même la plupart des investisseurs qui souffrent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont plutôt chercher à limiter la casse. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui surperforment et qui pourraient compenser, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est dans, à mon avis, un quatrième trimestre compliqué. Et puis on souffre de partout en même temps, sur les marchés actions et sur les marchés obligataires. C'est vraiment le double stress ou un stress au carré de ce point de vue-là. Je vais vous répondre une question, Grégoire, mais je pense que vous allez me donner la bonne réponse, ou sur le plateau. Là, cette année, vous avez les actions américaines qui perdent plus de 10% et les obligations qui perdent plus de 10%. Ouais. Vous allez me dire, c'est rare. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé? Sur 6 mois comme ça? C'est-à-dire, oui, d'accord. Quelle est l'année? Non, je sais pas, j'ai pas la référence. Eh bien, ça n'est jamais arrivé. Ah ben voilà. Vous avez eu des années, vous avez eu les deux qui baissaient, mais de 10% les deux, et plus, parce qu'on est à moins 16 et moins 21, les obligations qui baissent plus que les actions. C'est véritablement du jamais vu, ça. En tout cas, dans nos carrières. On rentre dans une phase, je dis sous forme de boutade, grande normalisation monétaire. Jusque-là, c'était facile. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment à un moment de test de la détermination des banques centrales quand on voit ce qui se passe sur les marchés financiers. Encore une fois, les 15 derniers jours ont été spectaculaires. Le crash britannique a été spectaculaire. Malgré ça, les banquiers centraux, en tout cas ceux de la Fed, nous disent: c'est pas ça qui nous arrêtera. Et même s'il y a des craquements sur les marchés monétaires, les marchés obligataires américains, les plus liquides et les plus profonds du monde, ça ne nous arrêtera pas. Mais je crois qu'ils le disent depuis le début, en fait. Il n'y a que les marchés qui sont aveugles par rapport à cette situation. C'est ce qui me surprend, moi. Vous évoquiez la hausse, alors d'abord de cet été, le rebond qu'on a connu en début de semaine, il s'arrête tout de suite, évidemment. Moi, je suis très surprise de voir encore des investisseurs qui espéraient que peut-être finalement, ce serait moins dur que prévu. La Fed n'a jamais changé de discours. Non, mais elle nous a parfois habitués à dire des choses sans forcément les faire derrière. Ou en tout cas, elle nous a habitués aussi à pouvoir gérer des revirements en matière de réglage de politique monétaire assez rapides. Oui, mais là, on a changé de paradigme. Là, on est dans un cercle, voire même un cycle qui s'installe. Et la Fed sait qu'ils ne peuvent pas laisser ce cycle s'installer. C'est pas du tout la même chose que les aléas qu'on a eu les dernières années à l'occasion soit de crise financière, soit de crise géopolitique, où effectivement on réajustait de ça, de là. Là, c'est totalement différent. Cette fameuse boucle salaire, inflation, etc., pour moi, est déjà là, en fait. Et c'est bien ça que sont en train de nous dire les banquiers centraux, c'est qu'en fait, on n'a pas réussi à enrayer cette inflation. C'est ça la réalité. Et donc elle est devenue, non pas structurelle, je ne l'espère pas, et il va falloir encore attendre un peu, mais elle est beaucoup plus que transitoire. Et donc effectivement, on commence à avoir des chiffres macro très inquiétants. L'Allemagne, on en parlait en arrivant. Moi, quand je vois l'Allemagne qui annonce une estimation d'inflation à 8%, il y a plein d'explications à ça. Pour l'an prochain, 2023, absolument. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. C'est une inflation moyenne sur l'année 2023. Donc, et la situation européenne, malheureusement, est défensive dans ce contexte. Donc, quand on est dans une situation défensive par rapport à une Fed offensive, qui d'ailleurs n'arrive pas à stopper effectivement ni sa croissance, ni ça se retrouve sur les marchés de l'emploi, en Europe, on souffre. Parce que c'est une récession en face en Allemagne. C'est une récession industrielle. Ah oui. Et non, mais c'est intéressant parce qu'il y a deux approches différentes en termes de policy mix. Sans doute qu'on verra à la fin de l'histoire quelle était la bonne approche, mais c'est discutable aujourd'hui. C'est-à-dire soutenir la consommation à travers des ristournes, des chèques, des boucliers tarifaires. Ça permet aussi peut-être d'éviter des demandes salariales trop importantes. Alors les demandes salariales, elles viennent juste de commencer en Europe. Ça aussi, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est à la fin de cette inflation où on est à mi-chemin. Non, on est au début, on vient juste de commencer. Moi, il y a autre chose qui m'inquiète, c'est le climat social qui va aller avec ça. Draghi a dit, attention, on est en train de jouer chacun dans son camp. De se diviser, oui. Et effectivement, si les temps deviennent compliqués, les politiques budgétaires nationales vont être actionnées de manière totalement disparate. Et alors là, pour contenir tous les sujets dont on est en train de parler, en particulier l'inflation, ça va devenir très compliqué. En Europe, c'est la chance des États-Unis. On sait lutter. En fait, c'était un peu les banques centrales n'arrêtaient pas de nous dire, vous inquiétez pas, s'il y a de l'inflation un jour, ça on sait faire. C'est notre métier, c'est notre job, on n'a pas oublié. Est-ce qu'on sait encore faire ou pas, Julien Pierre? On sait le faire. La question aujourd'hui, on sait qu'il faudra, ça veut dire ralentir suffisamment l'activité économique pendant suffisamment longtemps pour casser les mécaniques de négociation salariale et changer la psychologie des gens.
La question aujourd'hui, c'est jusqu'où les taux doivent-ils aller pour accomplir ça. Et pour le coup, effectivement, on a vraiment des choses assez différentes entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, on a un secteur résidentiel qui a déjà bien marqué le pas. On l'a dit, les prix ont commencé à baisser. Lorsque vous regardez les chiffres de permis de construire, de vente, on est sur des baisses assez importantes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la Fed peut... On sait que généralement, ça a des effets d'entraînement pour le reste de l'économie, mais de l'autre côté, on voit que le marché immobilier aux États-Unis, il est physiquement très tendu. Il y a très peu de logements. Le taux de vacances est très faible. Donc, relâcher la pression tout de suite, ça serait peut-être refaire partir les prix. Donc, la Fed, c'est pour ça que je pense que la Fed est très sérieuse quand elle dit qu'elle va maintenir ses taux pendant un certain temps à un niveau élevé. Et ça, c'est important pour les investisseurs parce que les cycles des 20 dernières années, c'est une Fed qui assouplit dès que l'activité commence à basculer. Donc très vite après la dernière hausse de taux du resserrement d'une certaine manière. Et peut-être que cette fois-ci, ça sera assez différent. Le higher for longer, c'est ça. Et alors c'est vrai qu'en Europe, on a ce choc énergétique qui est extrêmement complexe pour une banque centrale parce que ça pénalise l'activité, on le voit. Est-ce que ça va pénaliser l'activité au point de faire remonter le chômage ? Ça va dépendre un petit peu des mesures budgétaires qui sont prises. Est-ce que le taux de chômage va remonter ? On commence à voir un certain chiffre d'emploi, notamment en Allemagne, avec un net ralentissement des créations d'emplois. Et de l'autre côté, c'est très inflationniste. Donc, que faudra-t-il faire pour la BCE ? C'est assez compliqué. Ouais. Et on peut déterminer si c'est une bonne stratégie ou pas à ce stade d'avoir ce soutien budgétaire en Europe qui ralentit sans doute d'une certaine manière la baisse de l'inflation, mais qui permet peut-être d'éviter une boucle prix-salaire. C'est comme ça que je comprends la stratégie européenne de ce point de vue. Oui, elle est là. Alors, je pense qu'elle est aussi surtout pour éviter ce que les économistes appellent les effets d'hystérèse, c'est-à-dire une crise qui détruit la capacité de production. Et qui laisse des cicatrices. Voilà, des cicatrices et qui font qu'on repart après sur une tendance moins forte. Maintenant, l'inflation, ça a une dimension cyclique et trop soutenir l'activité, ça va être compliqué. C'est le retour des cycles. Le retour du cycle économique, comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps. À propos d'énergie, un mot quand même, ça a été une des décisions très commentées de la semaine, très attendue, celle de l'OPEP+, qui donc a annoncé une coupe quand même importante, facialement, 2 millions de barils jour, même si en réel, je comprends qu'avec les quotas réels, enfin la production réelle des États, la baisse est sans doute un peu moins importante. Néanmoins, comment vous lisez cette décision ? Il y a beaucoup de politique et de géopolitique sans doute. Est-ce qu'il y a une lecture macro également à faire ? Quel va être l'impact de cette décision pour le marché pétrolier et pour la question inflationniste notamment, dont une bonne partie dépend quand même des prix de l'énergie et du pétrole ? Alors, comme on le disait en plateau, peut-être en cherchant à trouver un peu de lumière dans cet univers assez sombre, peut-être que l'OPEP a voulu faire un cadeau pour l'anniversaire de Vladimir Poutine. On peut se poser la question en tout cas. C'est un peu comme ça que le disent les Américains. Enfin, en tout cas, vous soutenez un alignement d'intérêts avec la Russie qui nous déplaît fortement. Message envoyé à l'Arabie Saoudite. Le message est clair et effectivement, l'attitude de l'Arabie Saoudite peut étonner. Pour autant, on parle de banque centrale depuis qu'on est arrivé. La banque centrale, l'OPEP, c'est quoi ? C'est la banque centrale du pétrole. Alors, est-ce qu'on reprocherait à la Banque d'Angleterre, avec succès d'ailleurs, d'avoir défendu la livre ? Non. Donc, eux défendent le pétrole. Et je ne cherche nullement à rentrer dans une polémique. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Dans leur logique, ce qu'ils disent, eux, c'est qu'il faut stabiliser les prix du pétrole. Et quand vous vous mettez dans leur approche, leur vision, leur prisme, si vous voulez, ou peut-être leur biais cognitif, je ne sais pas, le prix du pétrole, il a baissé, il valait 120 il y a 6 mois, il vaut 90, mettons, ou 85, plutôt 90, et là plutôt 95, ça dépend ce qu'on regarde, le Brent, etc. Donc eux disent, le prix du pétrole, il baisse. Vous voyez, si la livre sterling avait baissé de 30%, elle n'a pas baissé de 30% depuis 6 mois. Et pourtant, la Banque d'Angleterre est intervenue massivement, comme la Banque du Japon ou le ministère des Finances sont intervenus. Les autorités japonaises. Les autorités de place japonaises. Vous voyez, donc on est dans ces espèces de forces de rappel qui sont liées à de la... Oui, mais du macro-prudentiel, si on peut utiliser cette expression un peu barbare. Ce que je crois, c'est qu'effectivement,
si on se reporte au terrain des marchés, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Alors certes, les 2 millions, c'est effectivement, vous l'avez très bien souligné, Grégoire, vous m'enlevez les mots de la bouche. En fait, sur la production réelle de pétrole, ces 2 millions, ça ne va pas changer grand-chose, puisqu'on est déjà en dessous des quotas aujourd'hui, bien en dessous, de l'ordre de 3,5 millions de barils. Donc c'est plutôt un réajustement face à une situation qui devient un peu gênante pour eux. Mais ça envoie un très mauvais signal. Surtout maintenant, on a besoin, tout le monde attend une forme d'inflexion de l'inflation, et là l'OPEP vous dit non, en tout cas comptez pas sur nous. Et effectivement, si l'Arabie Saoudite ose avoir cette attitude, vous voyez, ça pose d'immenses questions géopolitiques. Ouais. Vous avez vu que les Américains viennent d'envoyer un porte-avions nucléaire qui cingle en ce moment, cingle c'est peut-être le mot, vers vous voyez, la Méditerranée ou la mer Baltique, je ne sais pas. Ça pose des questions, donc ça n'est pas une bonne nouvelle, c'est certain. L'impact sur le pétrole, j'ai envie de dire, il est lissé. On a pris 10 $ quand même. L'énergie, oui. Je ne vois pas les prix de l'énergie baisser en tendance. C'est certainement pas l'année prochaine, puisqu'aujourd'hui, je pense que l'hiver, je pense que Léa ou Julien diront à peu près comme moi. Je pense que cet hiver, ça se passera peut-être pas si mal d'un point de vue d'approvisionnement énergétique, vu la reconstitution des stocks qu'il y a eu. Le problème, il est l'année prochaine. Et là, il y aura les stocks stratégiques aux États-Unis. Biden a eu un nouveau mouvement d'humeur en déclarant une ponction supplémentaire des stocks stratégiques de 10 millions. Ils sont déjà à des niveaux historiquement très inquiétants. Parce qu'il va falloir les reconstituer. Là, il y a un moment donné, on n'a pas le choix. Et donc, le message est très... Il y aura des achats contraints demain pour reconstituer ces stocks. Vous voyez, le prix du pétrole à compteur, qui vaille 80 ou 100, j'ai envie de dire, ça ne change pas grand-chose. La dynamique, le message envoyé n'est pas bon. Voilà. Bon, en tout cas, ça maintient les prix du pétrole à un niveau élevé. C'est bon pour la transition. Alors ça, c'est sûr. Ça, mécaniquement, effectivement, on sait que la corrélation est dans ce sens. J'essaye de trouver... C'est le seul point positif, effectivement. De ce point de vue-là, c'est vrai. En revanche, je souscris totalement à ce que vous avez dit. C'est un très mauvais message. Ils le savent qu'on est tous en train de lutter contre cette inflation, qu'on essaye comme surtout, on peut. Alors, mais même en étant dans la logique, la veille de cette décision, ou l'avant-veille, il y a les propos du patron de Saudi Aramco, qui dit exactement l'inverse, en tout cas, qui fait l'analyse inverse en disant le marché est trop focalisé sur le risque d'affaiblissement de la demande, alors que le vrai problème, ça reste des contraintes sur l'offre structurelle aujourd'hui, et il pose la question. Qu'est-ce qui se passe si la Chine rouvre demain ? Si la Chine sort de son zéro Covid, qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est plus la demande, c'est bien l'offre. Et ça, c'est le patron de Saudi Aramco qui le dit la veille de la décision de l'OPEP. Et bien sûr, et c'est bien pour ça que c'est inquiétant. Et on l'a dit à plusieurs reprises dans cette émission, moi, la Chine n'est toujours pas réouverte. Je pense que c'est encore des pressions qui vont s'ajouter le jour où, en effet, ils sortiront de cette politique zéro Covid qui ne rime à rien. Et là, on va avoir des tensions encore plus fortes. Et sur tout un tas de choses, on ne parle que de l'énergie, mais c'est pas vrai. La Chine, c'est un pays de consommation, c'est un pays de consommateurs aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure très justement du risque sur les petites entreprises de fermer et de perdre un tissu industriel. C'est pour ça que les pays se battent en ce moment, mais c'est aussi parce que si on perd ce tissu industriel, on a un choc sur l'approvisionnement et donc, à nouveau, ça fait monter les prix. Et c'est ce qu'on vit déjà dans plein d'endroits. Donc moi, je trouve qu'effectivement, ce qui se passe pour l'OPEP, voilà, ils ont pris leur décision, c'est contradictoire avec ce qui a été dit effectivement par le président de Saudi Aramco. C'est comme ça, mais c'est très malvenu. Ouais. Comment dire, ça ramène un risque de voir l'inflation pétrolière rester à des niveaux plus importants que ce qu'on imaginait quand on projette un peu l'inflation avec les effets de base qu'on peut avoir, notamment sur début 2023, Julien Pierre. Oui, alors sur ces questions d'effets de base, il faut, pour que ça contribue à l'inflation, il faudrait que les prix progressent de la même ampleur que la hausse qu'on a eue. Donc, par contre, c'est vrai que ça ne va pas être un facteur désinflationniste comme on aurait pu l'espérer autour du début de l'année prochaine. Ouais. Oui, ça montre que les logiques de coopération internationale ne font que s'étioler. La relation privilégiée entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite n'est plus du tout ce qu'elle était. C'est un camouflet quand même de ce point de vue-là pour Washington qui a fortement réagi. Qui a réagi de manière très vigoureuse. Et donc voilà, ça montre qu'on rentre un peu dans ce nouveau monde qui n'est pas très sympathique, avec des rivalités géopolitiques très fortes, des alliances sur lesquelles on pouvait se reposer, l'idée que
tout le monde ferait plus ou moins, dans le cadre du G20, ce qu'il fallait pour que les choses aillent bien globalement, c'est plus compliqué. Et ça veut dire que même à l'échelle des politiques monétaires, ça veut dire que imaginer un peu plus de coordination à ce stade, c'est un vœu pieux. L'exemple du Japon est marquant, effectivement. On revient à plus de 145 yens contre dollar. Peut-être que ce week-end ou la semaine prochaine, les autorités japonaises peut-être interviendront à nouveau sur le yen. Là aussi, ça montre quand même qu'il y a quelque chose de conflictuel derrière la stratégie de la Fed, ou en tout cas que ça génère quand même des conflits et des tensions, y compris chez des pays amis, là, pour le coup. On en revient un petit peu au mot de Connelly au début des années 70. Le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Et c'est vrai que le cycle monétaire américain et le cycle monétaire du monde entier. Et donc, il impacte toutes les zones monétaires qui, soit acceptent de laisser leur devise baisser, soit sont contraintes dans ce qu'elles veulent faire en termes de politique de taux. Bon, chaque crise nous apporte à nouveau son lot de curiosités. Alors, on a découvert les LDI britanniques, les modèles d'investissement des fonds de pension britanniques. On n'a peut-être pas fini d'ailleurs de les découvrir. Et puis, il y a toujours aussi les suspects habituels dans le secteur bancaire, portés par chaque crise. Là, c'est Crédit Suisse, le suspect désigné. C'est peut-être d'ailleurs le dernier usual suspect qui reste en Europe, point de vue de la vulnérabilité bancaire, peut-être. Oui, je pense. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce dossier à travers le prisme de la gouvernance, bien sûr, puisque tout le monde estime que Crédit Suisse est la banque la plus mal gouvernée d'Europe aujourd'hui. Non, mais c'est dit par des analystes financiers. Oui, là, même eux auraient du mal à dire l'inverse au regard des controverses et de ce qu'ils ont payé en legal depuis des années. Et en témoignent d'ailleurs les mouvements au sein des différentes directions, des différentes business units depuis 6 mois. Mais alors, très bon point, les controverses. On pense toujours au même secteur quand on parle des controverses. Les banques et les pharma, c'est les 2 secteurs les plus controversés en réalité. Et effectivement, il y a des mesures quantitatives, c'est les 2 secteurs qui accumulent le plus de controverses. Absolument. Et qui payent le plus de legal, qui ont effectivement des montants dans leur condamnation plus ou moins significatifs. De provisions. Pour risque juridique. Effectivement, souvent des grosses provisions. Crédit Suisse, à elle toute seule, c'est plus d'une vingtaine de controverses sur les 12 derniers mois. Donc, mais sur tous les sujets, c'est-à-dire qu'on parle du blanchiment d'argent, de la manipulation des cours, de défaut d'information dans la commercialisation de produits. Enfin, là, c'est systémique, en fait, leur problème de gouvernance. C'est ça qui est intéressant. Et donc, Crédit Suisse, il souffre de quoi? Il souffre d'un problème réputationnel. Et le problème réputationnel, ça ne se résout pas en rachetant une partie de sa dette. Ça ne se résout pas en essayant de maintenir ses niveaux de solvabilité qui finalement sont bons, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que le sujet, il n'est pas si financier que ça. Le sujet, c'est quelque part, est-ce que cette entreprise-là, dans ses pratiques, a une crédibilité? Et elle n'en a pas. Et le problème, et ça c'est très récent et on le sait, on en parle régulièrement, c'est que la réputation, maintenant, elle a un prix sur les marchés. Ouais. Donc on n'accepte plus ces pratiques-là, même si financièrement ça est relativement robuste. Vous disiez, puisque vous venez de Suisse, que a priori c'est pas la panique à bord, les gens ne sont pas en train de retirer leurs avoirs. Donc ce qui a fait un petit peu peur là en tout début de semaine, a priori ne va pas se concrétiser et c'est tout à fait logique. C'est un cas à la Deutsche Bank qui est d'ailleurs finalement, lorsqu'on regarde, c'était 2016 à peu près, je crois 2016 ou 2017, Deutsche Bank qui avait à peu près le même problème. Bon, ils sont toujours là, premièrement. Et puis, où est-ce qu'ils sont, par contre? Ils sont toujours très bas. Donc, l'effet réputationnel, il dure très longtemps. Et malheureusement, Crédit Suisse ne va pas s'en sortir comme ça. Non, mais ma question, c'est... est-ce qu'on peut mourir d'un risque réputationnel? Parce que là, la question, c'est visiblement, Crédit Suisse n'est pas au bord de la faillite. C'est-à-dire que malgré ce risque réputationnel identifié par tous les analystes et les gérants ESG, le marché va peut-être aider quand même Crédit Suisse à survivre. Oui. Dans le cas de Crédit Suisse, je suis tout à fait d'accord. Dans un cas plus connu et un peu plus lointain qui est celui d'Orpea, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ouais. Personne n'a pensé à ça au moment où on en a parlé. On s'est dit, est-ce que cette crise réputationnelle peut conduire à la faillite? Tout le monde a dit, il y a des actifs. C'est là où c'est un peu différent, effectivement, dans le cas d'une banque. Attention, parce que les actifs, ils ne valent finalement que ce qu'on veut bien leur donner comme prix, premièrement. Deuxièmement, on est dans une phase de remontée des taux. Et puis, qui va venir aller acheter quand on va se séparer des bijoux de famille et à quel prix quand on sait la situation de l'entreprise? Donc, si le risque réputationnel, il peut conduire à la faillite, mais je pense que ça dépend du business model. J'entends. Mais il y aura un jour des faillites ESG, comme il y a des faillites financières. Il y aura un jour des carbon warnings, comme il y a des warnings financiers. Oui, et ça arrive déjà.
Ça arrive déjà, et vous avez des entreprises qui font des warnings pour des problématiques de ressources humaines. Dans le milieu des jeux vidéo, si vous regardez les cours boursiers de certaines entreprises, du fait du nombre de plaintes pour harcèlement qu'il y a eu, ça s'est tout de suite matérialisé dans les cours. Il y a un prix dessus, le marché met un prix dessus. Et à plusieurs pourcents, hein. On parle de baisse entre 10 et 30%, bien souvent. Bon, est-ce que Crédit Suisse va survivre, Stéphane? Alors, vu des rives pacifiques du lac Léman, que je fréquente assidûment, comme vous le savez, tout le temps en fait, en Suisse, je dirais, le Crédit Suisse, vous notez qu'il y a Suisse dans le Crédit Suisse. Hein. Donc ça énerve un peu la susceptibilité nationale, mais ça fait quand même 15 ans que ça dure. Donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme les baleines, vous savez, quand on les a identifiées, c'est pas elles qui explosent en premier. Donc j'ai envie de dire que tout ce qu'on dit est absolument vrai, mais il ne faut pas non plus oublier que Crédit Suisse, c'est 3 entités assez distinctes, et il faut peut-être éviter un amalgame un peu simple, si vous voulez. C'est que vous avez des problèmes qui se concentrent sur la banque d'investissement. Ouais. Là, il est évident que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est la dernière BFI en Europe qui n'a pas été réformée, restructurée. Il faudrait tout mettre dans une banque, ségréguer tout ça. Vous avez, oui, ils veulent garder plus que le conseil M&A. Et puis voilà, alors ça exemple. impactera certainement le cours de bourse, mais qui a déjà été divisé par 20 en 15 ans. Vous voyez, c'est pas comme si c'était nouveau. Je pense que si vous êtes responsable des risques dans une banque, s'il se passe un problème au Crédit Suisse, c'est pas que vous ne l'avez pas anticipé ou quoi. Alors ça, c'est la première chose. Alors après, vous avez le bloc gestion de fortune, qui naturellement, la banque privée en Suisse, ça marche bien, et il n'y a pas de problème. Au-delà, effectivement, de quelques problèmes. Je suis entièrement d'accord avec vous, de quelques problèmes de communication, certainement, parfois, ou d'esprit. Et ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt une pépite. Mais surtout, ce qu'on oublie, c'est que quand vous êtes en Suisse, vous vous rendez compte, il y a quasiment un Suisse sur deux, ou une entreprise suisse sur deux qui a son compte au Crédit Suisse. Donc, si vous voulez, vous croyez que ça va disparaître? C'est pas possible. En fait, ce n'est pas possible. Vous voyez, si ça n'a pas disparu en 2008, ça aurait disparu en 2008. Vous voyez, dans l'esprit helvétique, qui est très pragmatique, s'ils avaient dû le faire disparaître, ils l'auraient fait disparaître en 2008. L'UBS avait d'ailleurs exactement le même problème. Hein. Et l'UBS a mieux évolué. Vous regardez la performance comparée, parce que bien meilleure gouvernance, comme vous l'avez dit. À un moment donné, on ne peut pas échapper à ça. Et je crois qu'effectivement, Crédit Suisse a pêché. Et ça énerve en Suisse aussi. Vous voyez, c'est pas que les Suisses n'en ont pas conscience. Mais si vous me demandez, et Ali, je le disais, l'action a repris 20%. C'est un peu comme la Banque d'Angleterre, vous voyez, il y a une panique et puis tout d'un coup. Moi, je ne crois pas qu'on va vers un scénario cataclysmique. Hein. Voilà, pas le feu au lac, comme on dit. On n'a pas prononcé le... Non, mais il n'y a pas de risque à la Lehman. Voilà, c'était l'inquiétude en début de PDG semaine. s'appelle Lehman, donc ça fait... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, non, mais sérieux, on en est là. Non, mais je ne pense pas, effectivement. Mais voilà. les crashs, ils ne se passent pas quand on les attend. Enfin, dans mon expérience, en 3 décennies sur les marchés, j'ai jamais vu ça. Par contre, vous voyez, l'histoire des LDI, elle est beaucoup plus intéressante, je trouve, ces fonds de pension britanniques. Qui en parlait de ça? Quasiment personne, à part il y a 15 jours, on ne connaissait pas. Oui. Et là, on voit bien le problème. Et là, je peux vous assurer que c'est très, très gros. Hein. Donc voilà. Donc Crédit Suisse, on va provisionner tout ça et tout se passera bien. Bon, en matière d'analyse de marché, de stratégie, de gestion, Julien Pierre, quel est l'état des lieux que vous dressez en ce début de 4e trimestre, avec donc les résultats micro qui vont arriver? Les PE se sont quand même ajustés, hein, et puis les PE des marchés actions, mais la valeur aussi sur les marchés obligataires a été quand même fortement rabaissée. Est-ce que de ce point de vue-là, on commence à avoir un terrain un peu plus dégagé peut-être pour revenir sur certains marchés de manière un peu plus vigoureuse peut-être? Je dirais que pour que le terrain soit dégagé, enfin que le terrain d'investissement soit dégagé, il faudrait que le terrain macroéconomique soit dégagé. Non. Et on l'a dit, on évolue quand même avec la perspective d'une évolution vers une récession devant nous. Et ce qu'on a pu constater par le passé, c'est que le marché action fait jamais son point bas avant l'entrée en récession. Donc on a déjà bien baissé, donc peut-être que le potentiel de baisse est difficile à évaluer dans les contextes actuels, compte tenu de ce qui se passe sur les taux, mais on pense que les points bas sont encore probablement devant nous. Donc on reste assez prudent.
On va se poser la question, il y aura un moment où on pourra se poser la question effectivement de l'obligataire, avec des taux qui remontent. Alors là aussi, sur les spreads sur le high yield, les points hauts sont plutôt dans la récession. Mais après, il faut comparer avec les taux. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui sera actionné en amont. Mais on n'en est pas encore là. Il faudra avoir, je pense, on passera sans doute par plus de stress sur les marchés avant d'arriver à ces points-là. Avec un PE forward à 10 ou un peu plus que 10, peut-être pour le stock 600 en Europe, quelle marge de sécurité ça nous donne face à un risque de baisse des bénéfices que on tout le était monde a en passé tête. sous les 10 en 2008-2009 et pendant la crise. On est tombé à 8. Donc, c'est et c'est une référence inférieure, certes, qu'il ne faut pas négliger. Voilà, qu'il faut avoir en tête. alors c'était une crise exceptionnelle, vraiment c'était 12 ou 18 mois de récession. Voilà, et surtout très violente. Et c'est vrai que nous, quand on réfléchit à la forme que pourrait prendre cette éventuelle récession, on est sur quelque chose de plus modéré, parce qu'on n'a pas eu les excès qu'on avait pu connaître, notamment en termes d'endettement des ménages américains, qui devaient se resolvabiliser. Pareil, de coupe dans l'investissement des entreprises. Donc on n'est pas a priori sur ce scénario-là. Mais on est quand même sur des PE qui pourraient encore baisser et surtout des résultats qui n'ont pas encore été revus. On a eu une très bonne saison de résultats cet été. On aurait pu penser que les entreprises commenceraient à warner, à prévenir. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça va être le cas ? Ça va être très intéressant de suivre cette saison. Ouais. Léa, est-ce que le risque d'ailleurs, c'est que les résultats du T3 ne soient pas encore meilleurs que ce qu'on imagine ? Là, je pense qu'il y a eu un vrai changement de discours pendant l'été, entre la publication du premier semestre et maintenant, où les dirigeants ont commencé quand même à être très vigilants sur les prévisions en disant attention, la top line, le chiffre d'affaires, c'est compliqué. Là, on a eu une trentaine de profit warning en gros depuis je dirais 2-3 semaines, 2 très intéressants aujourd'hui dans le secteur des techs, et on le voit. Donc AMD et Samsung, c'est ça pour les semi-conducteurs. Samsung qui est en décroissance. C'est pas un ralentissement de la croissance, c'est une décroissance. C'est ça le principal risque, et c'est là où les révisions vont se retrouver. Donc de toute évidence, nous on va être prudents, et on sait que le risque sur les bénéfices, il est très présent. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes quand même dans le marché ? Il y a toujours des choses intéressantes. C'est toujours un bon moment pour investir peut-être quelque part. En tout cas, c'est comme ça que j'appréhende la philosophie de l'investissement. Est-ce qu'il y a dans ce moment-là des choses intéressantes à faire, ou est-ce qu'il n'y a rien d'évident à ce stade ? Ce qui est une réponse possible aussi, Stéphane. À l'instant T, nous on recommande des positions très liquides, et on a été très bearish chez Airlab toute l'année. On est paradoxalement un petit peu moins bearish, parce que même si vous avez tout à fait raison, Léa, il faut s'attendre à quand même quelques révisions d'earnings à un moment donné. La résilience, elle a quand même été assez impressionnante, je trouve. Peut-être continuera-t-elle. Pour nous, le vrai problème sur le marché, c'est qu'il y a une sorte de, je dirais, vous voyez ce que je veux dire, de décalage ou de schizophrénie un petit peu persistante entre le sentiment des investisseurs, qui est devenu très bearish, qui est historiquement bearish même, mais les positions dans les portefeuilles, si on regarde aux États-Unis notamment, on est encore à 62% d'actions, je crois, alors que théoriquement, économétriquement, on devrait plutôt être à 55%. Donc il y a, si vous voulez, je pense que c'est pour ça que les gens restent investis pour l'instant. Le quatrième trimestre, oui, les gens en fait ont compris que c'était fou. Oui. L'année c'est 2023 très compliqué, ils ont tous compris ça, mais ils n'ont pas vraiment vendu, pas suffisamment. On n'a pas capitulé. Et je crois qu'au quatrième trimestre, à un moment donné, s'ils peuvent décharger la barque, c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Alors, en revanche, tout ce qui est lié à l'énergie, aux matières premières, à mon sens, vous voyez le pétrole qui paye aujourd'hui quand tout est noir. Voilà. Donc, mais je crois qu'il faut avoir du cash, parce que, et je rebondis aussi sur ce que dit Julien, il y a un moment donné, on n'est pas si loin du bottom. Vous voyez ce que je veux dire ? On presse déjà beaucoup d'arquitude, si vous me permettez ça. Complètement, il faudra avoir du cash. Donc, mais on l'a vu sur les séances de début de semaine. Ça repérera très vite quand ça reviendra. Mais il y a ce décalage, à mon avis, il y a 3 mois très difficiles. Bon, ça nous amènera à la fin de l'année. On a hâte d'être en 2023. Alors, à vous entendre, on verra si l'année 2023 sera meilleure que celle de 2022, qui restera à de nombreux égards une année historique, notamment sur le plan des pertes accumulées sur les marchés. Merci à vous 3 d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Stéphane Barbier de la Serre, stratégiste chez Airlab, Julien Pierre-Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion, et Léa Dunant-Châtelet, directrice de l'investissement responsable de DNCA, qui étaient les invités de Planète Marché en plateau.